Le 20 juillet 1969, à 380 000 km de notre bonne vieille Terre, deux cramés dans une boîte de conserve de la taille d'un van sont sur le point d'entrer dans l'histoire pour le fiasco le plus cher, le plus absurde et le plus monumental depuis le début de l'humanité, en se crachant sur notre satellite naturel. Oh putain, merde! Neil Armstrong et Buzz Aldrin, à bord de leur module Eagle, ne sont plus qu'à quelques mètres de la surface de la Lune. Il ne leur reste plus que 30 secondes de carburant avant de venir étaler lamentablement et éternellement leurs cadavres sur la surface poussiéreuse de l'astre de la nuit. Les deux gus ont beau être des cracks, l'élite des meilleurs pilotes sélectionnés parmi des milliers, on n'est pas dans Armageddon, on peut pas y aller au pif comme ça. Le pilotage et la navigation de leur cercueil volant ne peut se faire sans leur ordinateur de bord, sans qu'ils rentrent des coordonnées précises en appuyant sur des touches de leur console. Un truc bricolé et expérimental, un assemblage de quelques transistors grossiers et de fils de cuivre tissés à la mano par des dizaines de bonnes femmes, qu'on sait bien entendu bien garder et d'associer à l'exploit. Tu trouves ça normal, toi? Parce que, vu la galère de la technologie balbutiante de l'époque, il fallait vraiment un niveau d'expertise et de minutie juste incroyable, rien que pour que ça te calcule 1 + 1. Vraiment, c'était très loin d'être gagné. La puissance de calcul est tellement naze que le truc serait à peine capable de gérer un sprite du premier Super Mario Bros. On parle là de quelques kilo-octets de capacité, et forcément, vu le nombre de données à gérer, le merdier est en train de les lâcher. Les données affluent, la série de bits, des 0 et des 1, les plus petites briques d'information électronique, convergent naturellement vers la RAM avant d'être envoyées au processeur pour y être traitées et renvoyées aux deux futurs héros via leur mini-écran de contrôle. Seulement voilà, quand toi tu pleures avec tes pauvres 8 Go de RAM et ton Windows pourri qui pédale comme un Johan Alfredo dans la montée de l'Alpe d'Huez, le module Eagle, lui, est équipé de 4 kilo-octets de RAM. C'est maigre. C'est vous qui êtes maigre. Un transistor est un composant électronique qui laisse passer un signal électrique ou pas, un mini-interrupteur. Ton ordi, ton téléphone, qui est en fait un ordi, ta télé ou ton fer à lisser sont constitués de milliards de ces transistors pour transformer un obscur signal de 0 et 1 en images, son, calcul température idéale pour un retombé soyeux, etc. On l'a vu il y a 4 ans déjà, putain que le temps passe vite. Quand j'appuie sur une touche de mon clavier, ça envoie une série de 8, 0 et 1. Alors oui, c'est pas vraiment 0 ou 1, c'est signal ou pas signal, trou ou pas trou pour les cartes perforées de l'époque du programme Apollo, creux ou bosse sur les CD, etc. Mais on va appeler ça 0 et 1. Et 8 de ces machins, c'est ce qu'on appelle un octet. Octet qui va passer dans une série de transistors qui vont modifier le signal pour le sortir en un truc qui correspond à un truc humain. La lettre P, par exemple, a été inventée bien avant le PC. Donc le but du PC, c'est de faire en sorte que le P qu'il affiche ressemble à un P, et non pas à une série de 0 et 1. C'est la machine qui s'adapte à nous et non l'inverse. Donc pour ça, on va disposer des milliers, millions, milliards de transistors pour que le signal là puisse ressortir comme ça. Ouais, c'est pas simple. Mais alors, pourquoi s'emmerder et ne pas directement sortir ce code là, me direz-vous? Ou pas d'ailleurs, vous disiez bien ce qu'est-ce que vous voulez dans les commentaires, c'est fait pour ça. 2 raisons à ça. Efficacité et surtout modularité. Il vaut mieux 8 bits par touche du clavier qui sont traités derrière par une série de transistors qu'un truc direct, parce que ce signal-là, pour un P, sera de toute façon différent à la sortie selon la police, sa taille, sa graisse, sa couleur, etc. Signal simple mais incompréhensible pour nous, traitement, signal complexe mais compréhensible pour nous. Sauf que c'est bien gentil tout ça, mais si mon clavier envoie toujours les mêmes instructions qui passent par les mêmes tuyaux, comment je fais pour avoir une image différente à la sortie? Faut bien un truc qui change à un moment donné dans l'organisation de mes transistors du coup. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait des lutins qui viennent changer le câblage de ma bécane à chaque fois que je change une taille de police. Non, c'est un poil plus simple, plus rapide et plus efficace que ça. Tes lutins, c'est ton logiciel qui va venir modifier les chemins dans cette bonne vieille RAM. Alors, il y en a plusieurs types, il y en a partout, dans le pros, sur la carte mère bien entendu, les fameuses barrettes que tu changes pour gagner un peu de rapidité avec ton vieux coucou. Mais on va pas faire un cours de microélectronique, je vais juste vous expliquer le principe de base. Votre processeur, le cerveau de votre machine, va traiter un signal pour faire des calculs. On y reviendra en détail dans un épisode dédié si vous partagez en masse cette vidéo. Allez-y, vous pouvez le faire là tout de suite. On n'avait pas dit qu'ils devaient s'abonner plutôt? Pourquoi? Il y en a encore parmi vous qui sont pas abonnés? Bah alors? Bref, votre processeur fait des calculs donc à partir d'une série de 0 et 1. Il peut calculer la décompression d'un signal MP3 par exemple, mais pour ça, il faut encore qu'il reçoive les bonnes instructions. Et je sais pas si t'as remarqué, mais si tu fous un MP3 dans Word, ton ordi va te regarder avec une testasse du genre Mais tu veux quoi mec? J'ai pas été suffisamment gentil avec toi jusque-là? Je t'ai déjà jugé quand tu me balançais du porno allemand? Non.
Et il va te sortir un truc qui veut rien dire, parce que Word n'a pas envoyé les bonnes instructions, pas la bonne recette. Imaginons un monde idéal. Tu as une maison, un jardin, un barbecue George Foreman et 25 potes qui débarquent en toute quiétude pour bouffer tes fameux hamburgers classés numéro 1 dans le tout Vierzon et ses alentours. Tu vas donc avoir besoin de plusieurs éléments. De ta confouine, ça c'est la tour de ton ordi, de la barbac, ça c'est tes données, stockées dans tes placards, les disques durs, de toi t'es le logiciel, de ton barbecue, ça c'est ton processeur qui va transformer les ingrédients de base, et de tes potes. Eux, ce sont l'équivalent de tes périphériques, ton clavier pour envoyer les instructions, et leurs assiettes, c'est ton écran pour recevoir le produit final transformé. Tes potes clavier t'envoient leurs différentes commandes simples. Un cheese bien fatos, steak saignant, double supplément sauce. Et tu me vires la salade, je suis pas un putain de lapin. Moi, je passe mon temps à manger dans les soirées. Oh on a les potes qu'on mérite. Il va donc te falloir du pain, des sauces, du bourbier, me parlez pas de votre cheddar de dégénéré quand en France on a autant de fromage à foutre dedans, des tomates, de la salade, des oignons confits, on n'est pas des kebabiers non plus, de l'avocat, du bacon, de la viande ou de la sciure de soja pour Soisic et Jean-Patrice, tes potes parisiens, du sel, du poivre et de la bière fraîche pour pas que ces gros soifards aillent en plus te faire une réputation de rapia. Sauf que, pour rappel, ils sont 25 et ils ont la dalle. Deux solutions s'offrent alors à toi. Soit faire des allers-retours de ton jardin jusqu'au placard de ta cuisine, les disques durs, où sont rangés tes ingrédients, ce qui risque d'être très long, soit tout prendre à l'avance et l'étaler devant toi sur ton plan de travail. La RAM. Tu auras un accès à un nombre certes limité d'ingrédients, mais beaucoup plus rapide que si tu devais aller les prendre dans la cuisine à chaque fois. Comme je n'arrête pas de dire, la vie est une pute, tout n'est que compromis. Ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre, tu peux pas tout avoir. Tu devras aussi vider ton plan de travail à la fin du repas, on laisse pas traîner la bouffe au soleil, ou pour préparer ton dessert, changer de logiciel. Et si à 17h ces parasites ne se sont toujours pas barrés de chez toi, il faudra que tu changes ton plan de travail avec du lait, des œufs, de la farine, du sucre et du Nutella pour la crêpe partie, ou avec de la poudre de fougère et du gravier pour Soisic et Jean-Patrice. Voilà comment fonctionne la RAM. Le logiciel Word pour ton texte ou Winamp pour tes MP3, si les 80, sauf si ça existe toujours Winamp, vont venir charger la recette dans la RAM et créer de nouveaux chemins rapides pour ton signal. Techniquement, la RAM, pour Random Access Memory, mémoire à accès rapide on va dire, ou mémoire vive dans la traduction officielle, est constituée d'un transistor couplé à un condensateur. Si ce condensateur est alimenté en électricité, le transistor est fermé, le signal passe, 1. S'il est déchargé, le transistor est ouvert, le signal ne passe pas, 0. La RAM a donc besoin d'être constamment alimentée, sinon elle se décharge et est réinitialisée tout le temps. Le plat quoi. Pour revenir à notre lettre, le clavier envoie donc un octet vers la RAM, préalablement organisé par Word. Bon, en vrai, je me sers plus de Google Docs, mais le principe reste le même. Mon signal est transformé et envoyé au processeur, puis vers l'écran. Alors, c'est très simplifié. Venez pas me balancer, oui, mais le processeur, tu parles pas de la carte mère, Bill Gates, le Covid, le 5G, je sais pas quoi. C'est juste pour vous expliquer, en gros, le fonctionnement de votre ordi. Alors, moi, j'ai une petite question. À quoi ça sert de gonfler la RAM? Et quel putain de rapport avec ton histoire du début? Wow, mais quelle transition magnifique! Putain, on dirait presque que ça a été écrit. C'est super drôle, vraiment. Si on reprend notre barbecue party, tu as donc 25 potes qui débarquent. Pour gérer la fabrication de tous tes burgers et pour pouvoir servir tout le monde en même temps, tu vas avoir besoin d'un grand plan de travail pour pouvoir tout étaler en même temps. Une grande capacité de RAM. Si tu es organisé, que ton logiciel est bien conçu, tu vas pouvoir diminuer la surface nécessaire sans perdre en efficacité. Mais si c'est codé avec le cul, il va y en avoir partout et de manière un peu anarchique, ça va vite devenir le bordel et il va falloir faire des choix. Sur ton ordi, Word ne fonctionne pas tout seul. Ne serait-ce que Windows qui tourne en fond, la musique, l'antivirus, le navigateur internet, etc. C'est comme si en plus de la bouffe, il fallait stocker la crème solaire pour les gamins au cas où, les accessoires pour le barbecue, le seau à bière, la radio pour suivre le match de foot, et le boomerang de Kylian qu'il s'est déjà envoyé 3 fois dans la courge entre 2 destructions des géraniums que Tata Simone t'a offert. Le plan de travail va devoir s'agrandir, sinon tu vas devoir reconfigurer le merdier en permanence. Étaler juste une partie des pains et les préparer par lot plutôt que tous ensemble, mettre les sauces, ranger les sauces, sortir une tomate à la fois, la disposer sur le pain, puis ranger, puis sortir la salade, puis ranger, etc. Et ça prend du temps, c'est moins rapide que tout avoir sous la main direct. Et pour ton ordi, c'est pareil. Avec moins de RAM, il va galérer, mais logiquement, il va prioriser les tâches et devrait s'en sortir quand même. Mais ça, c'était vraiment pas gagné à la base. Si cette prouesse est réalisable maintenant, c'est grâce à une petite bonne femme de plus de 80 ans aujourd'hui, l'incroyable Margaret Hamilton. À la fin des années 1960, Margaret s'embarque dans l'aventure lunaire à la NASA. Vous avez de l'expérience? Oui, vite fait. Avec sa licence de mathématiques et une première expérience concluante de création de programmes informatiques au MIT, elle devient à 25 ans la concepteuse du système embarqué du programme Apollo, notre ordinateur préhistorique du début de la vidéo. Elle conçoit avec son équipe le programme de navigation dont la photo où elle pose à côté de l'entièreté du code est restée célèbre, et même immortalisée en Lego.
La classe. Cet ordinateur était équipé de 32 768 bits de mémoire vive disponible. Comme on l'a vu, chaque caractère est stocké dans un octet, dans 8 bits. Il ne pouvait donc contenir que 4096 caractères par exemple. 4 kilooctets. C'est même pas un quart de ce script en texte simple. C'est 0,4% juste de la miniature de cette vidéo. Un sprite de Mario, c'est 8 couleurs, 8 bits, étalé sur une surface de 16 sur 16, soit déjà 256 octets. Avec 4 kilooctets de RAM, par exemple, ce que ça permet d'afficher uniquement en noir et blanc. En niveau de gris, ça donne ça. Et si on passe sur des couleurs rouge, vert, bleu, comme sur nos écrans, bon, là, 4 kilos... Ton téléphone contient 1 million de fois la RAM embarquée sur le module Eagle. 1 million, hein. Il s'agirait d'arrêter de gueuler parce que tu lags seulement à 60 fps. Sois déjà content de ce que la technologie t'a offert depuis 50 ans. 1 million de fois Apollo dans ton téléphone. Du coup, je fais quoi avec la commande des 32 Go de RAM? J'annule ou pas? Non, parce que comme les tipeurs ont été ultra généreux, je voulais en profiter pour... alors... Déjà, merci aux tipeurs. C'est vrai que vos dons nous permettent de vraiment grandir et d'investir dans du matos. J'espère que ça se voit à l'écran. Mais non, pour la RAM, écoute, les mecs ont réussi à bouger leur cul il y a 50 ans jusqu'à la Lune avec 4 kilos de RAM. On va pas commencer à faire nos bourgeois, merde. Bon, ok, les mecs ils sont un peu allés au sbeul et honnêtement sur le papier, il n'y avait aucune chance que ça fonctionne. Mais un petit événement veut faire passer ces 4 kilos insuffisants de RAM de l'anecdote à la grande histoire. Un petit événement prénommé Lorraine Hamilton, la fille de Margaret. Comme Maggie bosse jour et nuit, week-end compris, elle amène régulièrement sa fille à la NASA. Fille qui, comme toutes nos petites boules d'amour, fout le bordel à peu près partout où elle passe. Elle s'amuse avec le simulateur et provoque un crash en appuyant sur le bouton P01 qui se met à surcharger le système de navigation et le fait planter. Margaret remonte l'incident au coq du commandement qui lui assure que tout va bien se passer, que les astronautes sont entraînés et qu'ils ne feront pas ce genre de cagade une fois là-haut. Jusqu'à ce qu'une fois là-haut, les astronautes entraînés fassent cette cagade. Elle se dit alors qu'il serait peut-être bon d'anticiper le coup juste au cas où, et créer le premier logiciel de priorisation des tâches. Ok, la table de son barbecue est petite, mais son logiciel va pouvoir virer tout ce qui n'a pas été défini comme prioritaire. La radio, le boomerang, le bocal de boulgour, etc. On garde juste les pains et on passe à la gestion d'urgence. Les steaks en train de carboniser. Le reste peut attendre, c'est pas la priorité pour le moment. Le 20 juillet 1969, à quelques mètres au-dessus de la surface lunaire, le système de navigation est soudain surchargé d'informations venant de tout le module. Les 4 pauvres kilooctets de RAM ne suffisent pas à tout gérer et Armstrong et Aldrin ne reçoivent pas les informations nécessaires. Les gars de Capcom commence légèrement à faire de l'huile. Mais Margaret, elle, sirote un smoothie mangue goyave dans un autre service. Ça va marcher, qu'elle leur sort confiante. L'ordinateur de bord avertit les astronautes qu'il y a une douille dans le cottage. L'interrupteur du radar est resté sur la mauvaise position, ce qui surcharge le bousin. Confiant dans le boulot de Margaret, il décide de lancer la procédure d'allumissage dans le plus grand des calmes. Ça passe ou ça crache à ce moment-là. Et effectivement, ça fonctionne. Le programme vire les tâches moins prioritaires. La gestion de la clim ou de l'autoradio, ça peut attendre quelques secondes. Les 32 768 transistors de la RAM sont reprogrammés et Armstrong se pose comme un moustique sur une cuisse parfumée de Hanoï un soir d'été. Et un bond de géant pour l'informatique. Grâce à son intuition, son intelligence hors norme et sa rigueur et toutes les autres qualités qu'on peut lui trouver, ainsi qu'à sa fille Lorraine, cette femme incroyable a inventé une nouvelle méthode de traitement de l'information dont nous bénéficions tous encore aujourd'hui. Donc merci pour ça Maggie. Et du coup je l'accroche au panthéon de mes héroïnes. Si jamais vous cherchez des modèles à citer en exemple à vos filles, elle est là, elle bouge pas entre Marie Curie et Ada Lovelace. Et vous savez désormais à quoi sert la RAM et comment elle fonctionne. Petite série de remerciements avant de vous quitter, j'ai accueilli mon 25 millième abonné il y a 10 jours en la personne de Florian Blondel. Je vais lui faire une révérence et puis je vais lui réciter un petit poème de bienvenue. Hein ? Je suis sûr qu'il sera sensible. Merci à tous pour votre engagement depuis 4 ans, vos partages, vos commentaires, 25 000 merci à vous. Merci également encore, j'insisterai jamais assez, pour les tipeurs, grâce à qui je vais effectivement pouvoir passer à 32 Go de RAM. Et j'en profite pour vous montrer mon dernier joujou, petit boîtier HF pour le son, qui vont me permettre de me passer du câble de 5 mètres que j'avais, je me prenais les pattes dedans. Donc il va me permettre de pouvoir filmer de plus loin, donc de pouvoir filmer des trucs de plus grande envergure également. Merci à vous.
Cet épisode est le premier du coup que j'ai tourné avec ces petites merveilles. J'espère que le son vous ira. Dites-moi dans les commentaires si ça va ou pas. Épisode qui a pu voir le jour grâce à la relecture bienveillante et éclairée de mes collègues de Qu'est-ce que tu geeks, Flo et Tom, ainsi que Rems, Whitney, Isabelle et Claire. Merci pour vos retours et surtout pour votre temps. C'est vraiment pour ce genre d'échange que je kiffe toujours autant faire des vidéos. Voilà, bien entendu, je vous mets tous les liens vers leur chaîne et réseaux dans la description, bien entendu. Et sinon, abonnement, like, partage et n'oubliez pas que le génie est partout. Qu'est-ce qu'il y a?